vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge, je entrevoir, c'était comme un mirage. Ce drame à Paris avec la mort d'Elias, 14 ans. L'adolescent a été poignardé vendredi soir par deux jeunes qui tentaient de lui voler son téléphone portable. Si je m'émisse, mais laisse pas traîner ton fils. Le ministre de l'Intérieur s'est dit horrifié par cette violence gratuite et cible en particulier un profond sentiment d'impunité et une culture de l'excuse. Non, laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Son fils est mort tué à coups de machette en janvier à Paris. La mère d'Elias dénonce l'inaction des juges avant le drame. Les deux agresseurs qui ne répondaient pas en tout cas aux convocations faisaient l'objet d'une simple interdiction de regroupement alors qu'ils habitaient dans la même résidence. Alors parlons vrai, qui est le véritable responsable? Le juge ou l'État qui n'a pas assuré le suivi, ou les deux? Ou qui d'autre d'ailleurs? Et à cette question, mort d'Elias comme toutes les autres professions, les juges doivent-ils rendre des comptes? Vous dites oui à 99%, vous voulez réagir? Au délai vraie voix, attendre vos appels au 0826 300 300. Et que le 1% nous appelle, bien entendu. Oui. Pierre Marissève est avec nous, directeur de l'Institut pour la justice. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, je pense que vous allez répondre non à cette question. Au contraire, ma chère Cécile, la question de Sud Radio est très pertinente et bien sûr je vais répondre oui parce que depuis que je suis magistrat, j'ai toujours considéré que la responsabilité de ceci, même si elle existe, entendons-nous, doit être élargie. Et les autres professions, certes, ont des systèmes de responsabilité, mais je suis pas persuadé que lorsqu'elles commettent des erreurs, elles soient beaucoup plus sanctionnées que les magistrats. Mais peu importe. Mais il reste deux problèmes fondamentaux. D'abord, pour élargir la responsabilité des magistrats au niveau où vous le souhaitez, si au regard de votre interrogation, il faudrait changer un système qui fait que la responsabilité du magistrat ne peut pas être mise en cause lorsqu'elle relève d'une pratique judiciaire, même fautive, parce qu'il y a les voies de recours qui permettent éventuellement de contester une décision de justice. Et deuxièmement, même dans l'affaire tragique d'Elias, il est difficile de déterminer, me semble-t-il, dans le processus qui a abouti au désastre, qui est directement responsable, ou lesquels, parce qu'ils peuvent être plus nombreux, de cette catastrophe et de cette, on peut le dire, de cette grave erreur professionnelle. Tragique. Virginie Calmels. Alors d'abord, moi je me félicite que Gérald Darmanin ait ouvert cette enquête et lancé donc cette enquête, parce que c'est vrai que sur beaucoup d'affaires, on a parfois le sentiment de décisions de justice incomprises par la population et un sentiment d'impunité, et on passe à autre chose. Là, on a l'impression que pour une fois, on va quand même aller sur cette notion de responsabilité qui me semble cruciale. C'est pas que les juges, c'est toute profession, quelle qu'elle soit. L'idée qu'il n'y a pas de recours possible ou qu'il y a une impunité totale ou que c'est simplement l'appréciation individuelle, c'est quand même perturbant. Et donc on a besoin à un moment donné de se dire, et je crois que le ciment de la démocratie, c'est une justice qui fonctionne bien. En France, on n'a déjà pas de moyens sur la justice, c'est scandaleux, hein, c'est le budget par habitant un des plus faibles. La justice est au dernier rang dans les dépenses de l'État. Donc je pense qu'on a besoin de moyens, on a besoin d'efficacité, et on a surtout besoin que nous, citoyens, on croit à nouveau à la justice de notre pays. Et pour ça, ça veut dire que comme tout métier, comme toute responsabilité, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des manquements, et ils doivent être sanctionnés. Et c'est très important, il me semble, qu'on ait cette commission d'enquête, qu'on ait des recours possibles, qu'on ait des besoins de comprendre pourquoi ça a dysfonctionné, parce que si j'ai bien lu, ces deux jeunes étaient effectivement sous ils avaient la justice des mineurs, hein, qui étaient, ils devaient rendre des comptes, ils ne l'ont pas fait. Il y a eu des manquements, mais derrière, un document pas signé, enfin, voilà. Sans conséquence. Loïc Guérin. Alors, je vais avoir une voix légèrement dissonante. Évidemment que le temps imparti là, c'est un sujet qui est extraordinairement intéressant, qui mériterait objectivement un débat de plusieurs heures. Là, pour le coup, on peut rester jusqu'à demain à 10 heures. Mais pour essayer de synthétiser le propos, il faut faire très très attention.
il est facile de hurler avec la meute et de crier au loup d'une certaine manière, parce que de toute façon, on a gagné d'avance. Vous êtes du côté de la victime, et elle a tout lieu d'être soutenue majoritairement, évidemment. La difficulté ici, c'est qu'un juge, quand il a la main tremblante au moment de rendre des décisions... La mère d'Elias, pardon, je vous coupe, a dit ce matin que justement les juges étaient trop du côté du... J'ai entendu son interview, et c'est pour ça que je rebondis un peu là-dessus. On peut comprendre la douleur d'une mère, elle a d'ailleurs probablement raison sur un certain nombre de points, mais il faut faire très très attention. Il faut toucher à cela avec beaucoup de parcimonie et beaucoup de subtilité. Pourquoi ? Parce qu'une justice qui fonctionne, c'est avant tout une justice indépendante et sereine. Quand on voit le parquet, pour un ancien représentant du ministère public, mais excellent au demeurant, et qui fait plutôt figure d'exception dans le milieu dans lequel il a pu évoluer, et qui aujourd'hui en particulier ferait figure d'exception. Le problème du parquet, par exemple, qui n'est pas réellement indépendant, n'en déplaise aux représentants du ministère public, et qui donc a la main tremblante à chaque fois qu'il y a une hystérie du moment, que ce soit sur du MeToo hystérisé ou du harcèlement scolaire, j'en ai vécu quelques exemples il n'y a pas longtemps, eh bien vous avez le ministère public qui est mort de trouille, qui veut absolument appliquer les consignes, et il faut faire du chiffre, Et là, pour le coup, on va aller dans l'excès, parce que dans l'excès, on peut rien vous reprocher. On va mettre en garde à vue un enfant de 13 ans, pas grave s'il y a des conséquences, de toute façon, j'aurais jamais à en répondre pour le coup, et l'excès sera toujours payé en retour. Et c'est le risque ici. Il est beaucoup plus courageux pour un magistrat de mettre le frein et de dire non, en dépit de ce que les victimes peuvent demander, ou victimes réelles ou supposées, parce que c'est toujours à déterminer, eh bien, je vais prendre soin de prendre ce recul nécessaire, cette sérénité nécessaire pour rendre mon jugement. Je ne suis pas en train de dire que la justice fonctionne bien en France, je suis persuadé qu'elle ne fonctionne pas bien. Elle ne fonctionne pas bien parce que, comme on vient de le dire, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Les magistrats étaient jusqu'à peu et encore maintenant sous-payés, et toute la chaîne judiciaire est mal payée, maltraitée, du policier de bas échelon au plus haut gradé. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de violence en France, que la montée de la violence n'existe pas. Ce serait mentir. Mais je dis simplement, attention, réfléchissons. Et j'en terminerai par là, attention aux politiques. Les récupérations politiques sont jamais la bonne solution, de toute façon. Pierre-Marie Sève est avec nous, un directeur de l'Institut pour la justice. La mère d'Elias disait ce matin, en tant que médecin, je rends des comptes, les policiers rendent des comptes. Pourquoi la justice ne rendrait pas des comptes ? Alors, c'est un sujet, à mon avis, vraiment extrêmement complexe, comme ça a été dit précédemment par vos autres intervenants, que je salue notamment, en particulier ceux que je connais. C'est un sujet extrêmement complexe. Les juges, par définition, ont une part d'irresponsabilité, et c'est normal par nature. Parce que les juges rendent des décisions, ils sont les seuls à avoir un accès intégral au dossier, et ils sont dévolus par la société pour prendre des décisions difficiles, pour prendre ces décisions difficiles. Donc il y a une part d'irresponsabilité qui est normale, qui est même bonne. En revanche, il y a une part de responsabilité qu'on peut entendre, c'est la responsabilité disciplinaire. Aujourd'hui, et c'est connu depuis des décennies, les juges ne sont que très rarement punis disciplinairement, quand bien même ils pourraient commettre des fautes parfois importantes. Et ça, c'est un vrai problème. On le sait, il y a une dizaine de procédures par an depuis des décennies, depuis au moins 20-30 ans, il y a une dizaine de procédures par an, ce qui est bien insuffisant. Mais moi, le point qui me semble le plus important à retenir, c'est que les juges sont par définition aussi un public relativement docile, à savoir qu'ils appliquent la loi. Les juges ne prennent, sauf très rares exceptions, jamais de décisions foncièrement illégales. Ils ne vont pas fondamentalement contre ce que la loi leur dit. Et il se trouve qu'aujourd'hui, malgré les politiques qui vont à chaque affaire fait de société, parce qu'en l'occurrence, moi je parle de fait de société, pas de fait divers, mais à chaque fois ils vont demander plus de sévérité, ils ne la mettent jamais en place, et au contraire, ils mettent bien plus souvent en place une impunité. Je ne vous citerai que quelques exemples, mais les aménagements de peine automatiques qui ont été supprimés il y a 2 ans, mais les autres ont été allongés, mais bref. Pour vous dire simplement qu'il y a 20 à 30 ans, il y a une vingtaine d'années, on a mis en place des aménagements de peine automatiques, des réductions de peine automatiques. Les juges n'avaient même pas leur mot à dire, elles étaient automatiquement données par la loi. Et ça n'est qu'un exemple parmi beaucoup. Aujourd'hui, quand vous êtes condamné à 9, 10, 11 mois de prison ferme, pas de la prison avec sursis, de la vraie prison ferme, que quand vous entendez ça dans une salle d'audience, vous dites « Ah bah c'est bon, on va mettre les menottes et je vais aller en prison ». Ah bah non, pas du tout. En dessous de 12 mois, vous avez très peu de chances d'aller en prison. Et ça, c'est prévu par la loi. Ce ne sont même pas les juges qui sont laxistes. Donc moi, ma solution que je préconise, c'est ne comptons pas sur les juges qui, d'ailleurs, par définition, ne devraient pas forcément être extrêmement sévère à chaque fois, mais comptons sur la loi. C'est à nos élus, ce sont nos élus, nos députés, nos sénateurs. Si les Français réclament, et à raison, et ils le font, plus de sévérité, il faut que nos élus la mettent en place
Et puis, c'est la seule façon vraiment fiable à long terme. Le sujet fait réagir. Direction Autignac dans l'Hérault. Bonsoir Cédric. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Cédric. Je suis très content de passer. On est content de vous avoir. Ça me fait très plaisir parce que il va falloir quand même se poser les bonnes questions et ça me fait penser un petit peu à l'histoire des inconnus qui disaient lorsqu'il y avait le faux ministre qui disait responsable mais pas coupable. Ouais. Ils sont responsables et coupables. Il faut savoir qu'en fait on ne peut plus éduquer nos enfants comme on le veut et ça c'est la faute des gouvernements. Qui a mis des lois contre la discipline sévère des parents? C'est bien le gouvernement, c'est bien l'État. Ça date de quelques années. Moi, je sais que je suis très sévère avec mon petit garçon parce qu'il est insoutenable et intraitable. Il faut que je gère tout ça. Mais si il y a des parents qui finissent par baisser les bras. Cédric ? La violence, elle est partout. Il faut savoir se dire une chose, c'est que maintenant, il faut que les parents se disent, voilà, tu joues pas avec un faux pistolet, tu joues pas avec un faux fusil, tu joues pas avec un faux couteau. Non, tu joues pas avec ça. Il y a des billes, il y a ceci, il y a cela, machin, nana et tout ça. Bon, mon enfant, il a 4 ans, mais honnêtement, il est très difficile, mais je gère. Je gère, c'est important. Alors oui, j'ai un collègue l'autre jour, je crois que je vous l'avais dit il y a 2 ou 3 mois de ça, il a réprimandé son enfant, mais avant il a tourné la droite et à gauche. J'ai dit mais tu sais quoi, je regarde parce que je voudrais pas être filmé, que ça passe sur les réseaux ou que j'ai des assistants sociaux à la maison. Voilà où on en est aujourd'hui. Et qui c'est qui a fait ça? C'est l'État. Voilà. Donc ils n'ont récoltent que ce qu'ils sèment. Si on plante un citronnier, on n'aura pas des tomates. Donc voilà. Effectivement, aujourd'hui, on en est là. Et ça me fait de la peine parce que je suis triste de voir cette jeune fille qui a été tuée. Je suis triste de voir que même nous, dans nos villages, il y a des agressions, il y a des galères, il y a des choses qui sont très 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 difficiles. Il n'y a pas si longtemps, il m'est arrivé aussi d'avoir du sang chaud aussi. Mais pourquoi? Parce que tout est fait pour nous pousser, pour avoir de la violence. Oui, j'ai fait une connerie, je l'assume. Mais voilà. Après, à côté de ça, c'est difficile. Mais oui, tous les jours, moi je me dis, s'il se passe ça, moi c'est pas la faute. Alors c'est la faute de la personne, c'est lui qui a pris le couteau. Mais il faut pas l'excuser parce qu'il est mineur. Moi je crois que maintenant il faut être très dur, très ferme, et puis il faut reprendre les choses en main. Un enfant quand il a fait des bêtises, moi, excusez-moi, je termine. Il faut sanctionner, mais moi je suis allé, quand j'étais plus jeune, on avait des maisons de correction, je suis allé à la maison de correction, je vous prie de croire que quand les mecs ils nous mettaient une tarte dans la gueule, et ben finalement, on se dit mince, waouh, j'ai dû faire une boulette. Bon ben on se tenait mieux à carreau, et puis voilà. Et c'est pas maltraiter nos enfants, c'est éduquer les enfants. Il faut pas confondre que les parents, l'éducation nationale, c'est pas eux qui doivent éduquer les enfants, c'est les parents qui doivent éduquer les enfants. Et quand j'ai dit ça, je crois que j'ai tout dit. Restez avec nous, Cédric. Fabrice est avec nous au 0826 300 300. Fabrice. Oui. Écoutez, moi je dirais que les juges, ce sont des êtres humains comme les autres. Les juges, ce sont des professionnels comme les autres. Donc, à ce titre, les juges peuvent faire des erreurs comme les autres. Donc, les juges doivent être justiciables comme les autres. Je rejoins un petit peu donc ce que disait Virginie Calmels dans ce sens-là. Dans toutes les professions, si on fait des erreurs, on doit rendre des comptes. Ouais. On doit les réparer. Ouais. Si les juges veulent absolument que la population retrouve un peu de confiance dans la justice, ça se mérite la confiance. Et il faut faire ce qu'il faut pour. Là, on a l'impression que, ils sont tout puissants. Ça peut être une impression, ça peut être une sensation, mais en tout cas, elle est très très profonde dans le sentiment des gens. Merci beaucoup, Fabrice. C'est étonnant, Philippe Bilger, parce qu'on sent vraiment de la colère chez tout le monde. Oui, mais alors, je ne suis pas... comment dire, j'ai écouté Pierre-Marie Sèvres et d'abord, ça n'est pas vrai. Il y a beaucoup de sanctions disciplinaires, mais elles ne concernent pas ce qui nous préoccupe, les graves erreurs dans les pratiques judiciaires. C'est ça le problème. Et c'est cette responsabilité-là sur laquelle il faudrait réfléchir pour la rendre possible. Il y a des décisions tellement aberrantes qu'on devrait les sanctionner disciplinairement. Mais on n'en est pas là. Non mais là le Guérin, dans le cas d'Elias, c'est-à-dire qu'on leur dit, surtout vous ne vous parlez pas. C'est difficile de dire à des gamins de 16 et 17 ans, vous ne vous parlez pas, et ils habitent dans le même immeuble. Donc à un moment donné, c'est-à-dire personne n'est allé vérifier. Je vais vous donner un contre-exemple. Je vais vous donner un contre-exemple qui n'est pas d'ailleurs un contre-exemple, mais contre-exemple dans le sens excès inverse, on va dire, mais avec la même absurdité. On plaide devant un juge des libertés, il y a quelques années de ça, pour un problème de stupéfiants.
Il méritait effectivement une condamnation in fine, le dossier le permettait, on est en phase d'instruction, d'accord? Donc on décide si oui ou non la personne en attente d'un jugement reste libre ou pas. Ils sont 3 dans l'affaire, il y en a 2 qui sont dans la même maison d'arrêt. Ils sont tous les 2 détenus en détention provisoire, qui est quand même une atteinte évidemment, puisqu'il n'a pas été encore jugé. On plaide la chose suivante devant le JLD, à juste titre. L'individu explique, et vraiment avec beaucoup de transparence, écoutez, la justification pour ma mise en détention, c'est que je ne contacte pas monsieur A, qui est avec moi dans le dossier. Très bien, mais monsieur A est détenu au même endroit, dans la même cour, et on se voit toutes les pauses. On se voit beaucoup plus depuis qu'il est détenu, et moi aussi, qu'avant d'être détenu. Donc ne trouvez pas ce prétexte, laissez-moi sortir, lui de toute façon est détenu, il n'a pas fait de demande, au moins on se verra pas. Réponse du juge, vous avez raison, c'est regrettable, je ferai ce qu'il faut, ce qui évidemment n'a pas été fait, mais je vous maintiens quand même en détention. Vous voyez, l'absurdité, elle va dans les 2 camps. En réalité, il faut des moyens, vraiment des moyens, et pas des rapiessages. On préfère qu'ils se parlent dans la cour de prison qu'à l'extérieur. Oh, ça marche aussi bien dedans que dehors. Cédric avait raison, je veux dire, il y a aussi les lois. Les juges, ils appliquent aussi des lois. Et c'est vrai qu'on paye encore mai 68, il est interdit d'interdire et ainsi de suite. Françoise Dolto, tous les jours. Quand il dit qu'effectivement, franchement, est-ce qu'il était nécessaire de légiférer sur la fessée? Est-ce que c'était vraiment le signal qu'on voulait donner à la société? Bien sûr qu'il faut dénoncer les enfants battus, bien sûr que c'est épouvantable, mais corriger son enfant gentiment, d'une certaine façon, sans humiliation, alors la fessée, déculottée, ça c'est autre chose, mais je veux dire, ou une tape sur la main, ou une enfin, je veux dire, à un moment donné, il a raison Cédric, c'est-à-dire qu'on perd le bon sens et qu'on a besoin à un moment donné de corriger au sens premier du terme nos enfants, et qu'on a préféré légiférer pour dire qu'on était des mauvais parents si on donnait une fessée, plutôt que de vouloir au contraire être dans l'exemplarité de gamins bien élevés. Donc il a raison, c'est pas que les juges qui sont responsables, c'est les politiques, c'est les lois et c'est la société dont on a hérité post-68. Merci en tout cas Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice. Merci beaucoup Fabrice. Merci Fabrice, on vous garde vous, bien entendu. Vous restez avec nous pour le qui c'est qui l'a dit dans un instant? Absolument. Bien mon général, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai.